Merci à l'UFAL pour cette invitation. Alors, sur la petite bio que vous avez très gentiment énoncée, je rajouterai un petit point, c'est que depuis le 1er octobre, je suis vice-président du Sénat. Donc, je préside la Haute Assemblée depuis ce qu'on appelle le plateau. Et alors là, j'ai l'impression de retrouver exactement la position, parce que quand on préside la séance du Sénat, on est vraiment très haut. Les orateurs sont en bas. Donc c'est un double plaisir de vous retrouver. Alors je vais essayer de ne pas être très long, parce que ce qui est intéressant, c'est l'échange, mais j'ai quand même quelques petites choses à vous dire avant. La séparation est faite. C'est le cri que lance Jean Jaurès dans l'hémicycle de la Chambre des députés, juste après l'adoption par l'Assemblée nationale à la quasi-unanimité de l'article de loi de la séparation sur l'Église, à cette époque-là au singulier, et l'État. Et dans un article de La Dépêche du 1er juillet 1905, Jaurès fait son mea culpa et reconnaît que l'œuvre de séparation, le séparatisme, comme on disait à l'époque, ceux qui défendaient la séparation de l'Église et de l'État se faisaient appeler les séparatistes. On voit qu'aujourd'hui, le terme a une autre acception. Et Jaurès disait que le séparatisme ne peut pas être achevé. Et il poursuivait par une déclaration que je vous lis. Donc, ouvrez les guillemets. « Heureusement, M. Clémenceau est venu à mon secours. Il m'a suggéré l'expression qui convient à la faiblesse humaine et à l'infirmité parlementaire. La séparation n'est pas faite, elle est juste commencée. D'autres la pousseront plus loin sans la réaliser pleinement. » Jaurès ajoute, dans un parallèle qui est un peu troublant, je le cite, « Dieu lui-même n'est pas achevé. Il n'est pas tout à fait fait. Il se fait, il est, comme disait Diderot, in fieri. » Et c'est amusant de trouver dans la prose de Jaurès, de temps en temps, des références religieuses et une vision théologique assez particulière. Alors, je rappelle que Clémenceau a été sénateur du Var au moment de la séparation. Il est sénateur du Var. Et il siège deux bancs devant moi. Donc, quand il rentre au Sénat, il est à l'extrême gauche. Ce qui montre que, de temps en temps, les choses peuvent changer. Et on peut se retrouver très rapidement projeté vers l'un ou l'autre camp de l'hémicycle. Alors pour Clémenceau, le séparatisme, comme il l'appelait, est au service d'un projet politique qui est celui de la République radicale. Pour lui, la loi de 1905, c'est qu'une étape vers la longue route de l'émancipation humaine. Et il considère, et c'est quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qu'elle a été acquise grâce à un combat qui a été livré par la République contre le Saint-Siège. Par la raison contre le dogmatisme et par les Lumières contre l'obscurantisme. Son discours prononcé dans sa Vendée natale, là aussi, il faut se rappeler que Clémenceau était vendéen, à La Roche-sur-Yon, le 30 septembre 1906, alors qu'il est devenu ministre de l'Intérieur, il explicite son projet politique de cette façon, et je vais vous lire un long passage de ce discours, parce que je pense qu'il est extrêmement important pour comprendre le contexte de la loi de 1905. Je cite, « C'est bien nous les républicains qui avons revendiqué, qui avons conquis contre l'Église romaine la liberté de conscience que Grégoire XVI appelait un délire. C'est bien nous dont les anciens ici même ont su faire, lutter pour nous assurer la plus précieuse conquête de l'humanité, le droit de penser librement. » Il poursuit, « L'Église romaine s'est ruée pendant assez de siècles à l'assaut de ce qu'elle appelle l'hérésie. Elle a brûlé, elle a massacré, elle a conquis sur la puissance civile les privilèges d'argent, une portion même de la puissance d'État, mais nous prétendons, nous, que cette partie de son histoire soit à jamais terminée. » Pour vous donner quelle était la teneur des propos laïques de l'époque, on a laissé passer beaucoup de choses depuis. Je poursuis le discours de Clémenceau. « C'est pourquoi nous avons résolu de lui enlever, malgré ses protestations, le droit de puiser au profit des croyances particulières dans la caisse de tous, dans le budget de l'État, c'est-à-dire le privilège de lever une taxe sur l'hérésie.
Notre espoir est dans l'éducation de la démocratie, non pas dans cette éducation qui se propose d'imposer des idées, mais dans l'éducation qui ouvre les intelligences et laisse à la pleine liberté de discussion le soin de faire définitivement la lumière. La République n'est rien qu'un instrument d'émancipation, de justification, un instrument d'évolution par l'éducation de tous. Ça pourrait être un programme totalement actuel. La loi de 1905 est parfois présentée comme le résultat d'un compromis entre, d'une part, les laïcs et d'autre part, les défenseurs de l'Église. Il n'en est absolument rien. Elle est au contraire l'aboutissement d'un conflit politique violent entre les républicains et une alliance qui est composée à cette époque-là des monarchistes, des catholiques ultramontains et des éléments les plus virulents de la droite anti-républicaine et anti-dreyfusarde. Là aussi, il y a des connotations actuelles. Le comte Albert Demain, qui est député du Finistère, est l'un des héros de ce camp. Et voici comment il évoque la rupture des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République française. Il faut rappeler que la République est allée jusqu'à la rupture des relations diplomatiques. Donc la volonté séparatiste a débouché sur une crise de caractère international, puisque le Saint-Siège avait un statut international. Je cite le comte Albert Demain. Il parle de la laïcité. Elle n'est que la publique manifestation du complot ourdi pendant 25 ans, dans l'ombre, tous les jours moins obscurs, des loges maçonniques, longtemps contenues par l'instinctive résistance de la nation, et dont le grand bouleversement de l'affaire, avec un grand A, maudite, détermina la violente explosion, comme une atmosphère empoisonnée fait éclater tout à coup le mal secret d'un organisme dévoré par des germes mortels. Fin de citation. Tout est dit. Le camp de la loi de 1905, c'est, après l'affaire Dreyfus, l'œuvre du complot judéo-maçonnique. Il est assez piquant d'observer que aujourd'hui, les héritiers actuels de ces idéologies anti-républicaines, c'est ceux qui revendiquent avec le plus de virulence la laïcité contre le camp républicain. Il y a une forme d'inversion dont il faudrait être tout à fait conscient. Alors comment cette inversion a pu se faire? Si je me permets un jeu de mots, je pourrais dire comment ce grand remplacement s'est fait, comment ceux qui étaient contre la laïcité en sont aujourd'hui ceux qui la défendent le plus. Sans doute, je le pense, parce que le projet politique qui portait la laïcité, qui est un projet républicain, s'est affaibli avec le temps. La laïcité est devenue aujourd'hui quelque chose comme une recette du vivre ensemble, un corpus de petites règles de bienséance, de comportement en collectivité, et au pire, l'obligation pour l'État de reconnaître en tant que telle l'identité religieuse des citoyens, comme c'est le cas dans les pays de tradition anglo-saxonne. La dimension émancipatrice de la laïcité est devenue secondaire, voire, comme on l'entend parfois à gauche, dangereuse, négative. Et certains considèrent même qu'il faudrait réécrire toute l'histoire de la loi de 1905 pour finalement expliquer que le projet de transformation n'était porté que par des extrémistes minoritaires et que la loi de 1905, c'est une loi de consensus qui permettait la cohabitation de tout le monde avec tout le monde. On entend aussi certains qui considèrent que finalement la laïcité, c'est ce que j'entends beaucoup dans les banlieues, que la laïcité n'est faite que d'interdits, de bannissements, et que finalement elle a eu pour conséquence d'exclure de la sphère publique la religion, la pensée religieuse et même les manifestations religieuses, voire même les édifices religieux. Je rappelle, avec Jaurès, que la question laïque est complètement indissociable de la question sociale. On ne peut pas séparer les deux choses. Pour ceux qui défendent la laïcité en 1905, il ne peut pas y avoir de république sans un projet d'émancipation qui porte à la fois sur les consciences, par la laïcité,
mais aussi sur le statut social des citoyens par les lois du travail. Les deux choses sont liées. Hein. Et c'est quasiment en même temps que Arthur Groussier porte en 1910 le premier, le Code du travail. Hein. Ce n'est pas un hasard si en 1905, il y a la loi sur la séparation et en 1910, le Code du travail. C'est que pour les républicains de cette époque-là, les deux sont complètement indissociables. Je vous rappelle la phrase de Jaurès, mais vous la connaissez. La République doit être laïque et sociale. Elle restera laïque parce qu'elle aura su rester sociale. Phrase tout à fait fondamentale. Clémenceau il répond à sa façon, avec son verbe particulier. Je cite encore Clémenceau. « Républicains qui m'écoutez, c'est à cette noble tâche que je vous convie. Répandez-vous dans les campagnes, portez-y la grande parole de liberté, montrez aux paysans tout ce que la République a fait pour la franchir, montrez-lui tout ce qu'elle prépare, tout ce qu'elle fera demain pour achever son émancipation, pour l'élever à la dignité suprême d'homme libre, d'homme éclairé. Dites-lui que la liberté se complétera par la justice sociale. » Fin de citation. En 1905, Clémenceau jugeait que la séparation n'était que commencée, hein, comme je vous l'ai dit, alors que le républicanisme était encore vigoureux. Aujourd'hui, on peut se demander si la force inspiratrice n'est pas inversement proportionnelle au tumulte causé par ceux qui s'en réclament. Et la question qu'on pourrait se poser ensemble ce soir, c'est est-ce que nous avons prolongé cette œuvre de 1905 ? Est-ce que nous continuons collectivement aujourd'hui à porter l'œuvre de séparation ? Et on peut même se demander si la séparation n'a pas reculé. Et si aujourd'hui on n'est pas revenu sur certains des principes fondamentaux de la loi de 1905. Alors je vais essayer de développer ces deux questions, principalement sur deux sujets. D'abord un sujet géographique. Est-ce que la loi de 1905 s'applique partout et comment elle pourrait s'appliquer partout ? Et puis après, on parlera un petit peu du concordat d'Alsace-Moselle pour lequel j'ai une certaine affection. Donc le premier projet du législateur de 1905, c'était que la liberté de conscience, qui était l'œuvre de la séparation de l'Église et de l'État, s'applique à l'ensemble de la nation. La nation étant, la République étant considérée à cette époque-là comme une et absolument indivisible. Donc, quand vous reprenez les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, vous apercevez que, de façon très très forte, députés et sénateurs considèrent que la loi de 1905 doit s'appliquer à la totalité de l'outre-mer, mais aussi à toutes les colonies. Il faut rappeler, je pense que c'est une parenthèse qui est utile à rappeler, qu'à cette époque-là, donc vers 1900, l'islam est la deuxième religion de l'Empire français. Derrière le catholicisme. Et que dans les départements français de l'Algérie, il y a 3 départements français de l'Algérie avec leurs députés et leurs sénateurs, les ministres du culte musulman sont payés par l'administration coloniale. C'est l'administration coloniale qui paye les muezzins, les imams, etc. Et lors des débats au Sénat, Briand est questionné sur l'Algérie, parce que bien évidemment c'est l'Algérie qui pose le plus de problèmes. Et Briand répond de façon très très claire que la loi de 1905 doit aussi s'appliquer au département français de l'Algérie. On sait que ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé, que finalement, ce qui a été choisi par l'exécutif, c'est de maintenir le statut de l'indigénat. Parce que la question qui est posée, c'est que pour que les indigènes, le mot est horrible, mais c'est comme ça qu'on les désignait, donc les indigènes de confession musulmane d'Algérie puissent profiter de la loi de 1905, il fallait leur octroyer le statut de citoyen français. Il n'y avait pas d'autre solution. Et c'est un pas que refuse de faire le Parlement. Donc l'autre solution, c'est de les maintenir dans le statut de l'indigénat, qui est un statut de sous-citoyen.
Et ce qui est terrible à penser aujourd'hui, c'est que même quand les musulmans se convertissent au catholicisme, ils continuent à être gérés par le statut de l'indigénat. C'est-à-dire que ça les marque de façon perpétuelle. Donc ça, c'est le premier cas, l'Algérie. Donc la loi de 1905 ne s'y applique pas. Et le deuxième cas, c'est la Guyane, dans laquelle, alors c'est une colonie avec un statut particulier parce que c'est une colonie pénitentiaire. Et dans la Guyane, il y a l'ordonnance prise par Charles X en 1828 qui fait de la religion catholique apostolique romaine la religion de l'État. Les autres religions ne sont pas reconnues par l'État. Et ce qui fait que là aussi, c'est l'administration coloniale qui paye l'évêque et les curés. En revanche, dans les Antilles, donc Martinique et Guadeloupe, là, la loi de 1905 s'applique. Et la loi de 1905 s'applique aussi aujourd'hui au territoire de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui se sont séparés des Antilles plus tardivement. Donc là, sur la Guyane, le cas est encore plus terrible, parce qu'on a des échanges au Parlement qui montrent bien que la volonté était d'appliquer la loi de 1905 à la Guyane, mais que l'exécutif, on a les lettres à plusieurs reprises qui montrent que l'exécutif a refusé de le faire pour quelque chose qui est expliqué de façon sans gêne, de façon presque benoîte, c'est que en Guyane, les indigènes ont besoin de la religion. Et que la laïcité, c'est un luxe de citoyens bien éduqués. Et quand on est guyanais, il est absolument nécessaire d'être maintenu dans le droit chemin par la religion. Donc c'est vraiment, je simplifie par une formule, mais le sabre et le goupillon. Là, on est exactement dans ce système. Alors après, bien évidemment, il faut parler du concordat, c'est-à-dire du régime très particulier qui s'applique aux 3 départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Et là, c'est une exception qui trouve sa cause dans la première annexion allemande, qui fait qu'en 1905, ces 3 départements appartiennent à l'Empire allemand et pas à la République française. Donc, sans la défaite de 1870, la loi de 1905 s'appliquerait à l'Alsace-Moselle. Alors, le concordat continue de s'y appliquer. Il faut rappeler que le concordat, c'est Napoléon Bonaparte, premier consul, qui signe avec le Saint-Siège un concordat, d'où son nom. C'est le 15 juillet 1801, c'est-à-dire selon le calendrier révolutionnaire, le 26 Messidor en 9. Et c'est un régime qui organise la tutelle de l'État sur quels cultes, qui sont dits les cultes historiques, catholiques, les 2 cultes protestants, luthériens, calvinistes, et la religion juive un petit peu plus tard. Voilà. Il y a plusieurs dispositions dans le concordat. Il y a une première partie qui est signée avec le Vatican et une seconde qu'on appelle les 44 articles et qui organise de façon extrêmement scrupuleuse la façon dont le culte doit se dérouler. Napoléon est allé très loin et vous avez des articles où Napoléon indique comment les curés doivent être habillés. Alors quand on sait que le concordat est encore en vigueur, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'articles qui sont quand même relativement obsolètes. Sur la 4e religion, la religion juive, là aussi, il faut se rappeler de ce qu'était la pensée de Napoléon Bonaparte par rapport aux Juifs. C'est-à-dire une pensée totalement antisémite. Là, il y a sur les écrans une grande fresque à la gloire de Napoléon. On a oublié de dire que Napoléon est foncièrement antisémite. Je vais vous lire quelques citations de sa part et qui me permettent de bien comprendre que le concordat, c'est une forme d'oppression religieuse.
c'est pas une loi qui permet la liberté religieuse. C'est la loi que donne Napoléon pour permettre à l'Empire de contrôler la religion. Napoléon pense les ministres du culte comme des préfets, c'est ce qu'il dit. Lui veut son administration religieuse. Alors sur la religion juive, je cite Bonaparte, je souhaite arracher plusieurs départements à l'opprobre de se trouver vassaux des Juifs. Je continue. Ma volonté est d'atténuer, sinon de guérir, la tendance du peuple juif à un si grand nombre de pratiques contraires à la civilisation et au bon ordre de la société dans tous les pays du monde. Donc quand il va en Égypte, la volonté est aussi celle-là. Il résume tout son programme en une phrase. Il faut arrêter le mal en l'empêchant, il faut l'empêcher en changeant les Juifs. Voilà. Donc l'objectif final, c'est celui de la conversion des Juifs à la religion catholique. Mais quand vous relisez les œuvres de l'abbé Grégoire, donc là on est en 1792-1793, même si l'abbé Grégoire a travaillé au sein de la Convention pour l'émancipation des Juifs, on sent bien que quelque part, il y a la volonté d'une conversion générale des Juifs. Voilà. Donc le concordat, contrairement à ce qu'on présente aujourd'hui, c'est ce que j'entends notamment dans l'hémicycle au Sénat, c'est une disposition qui permet le dialogue entre les cultes. Non, le concordat, ce n'est pas un régime de tolérance, c'est un régime d'oppression et d'organisation par l'État des cultes. Alors, Napoléon Bonaparte le dit de façon très forte. Je vous cite encore une fois un de ses passages. C'est ce qu'il dit devant le Conseil d'État le 16 août 1800. Je cite « Ma politique est de gouverner les hommes comme le grand nombre veut l'être. C'est là, je crois, la manière de reconnaître la souveraineté du peuple. C'est en me faisant catholique que j'ai gagné la guerre en Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, et en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais un peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. » Phrase magnifique. Je finis toujours par une citation de Napoléon. « Tout ce qui tend à rendre sacré celui qui gouverne est un grand bien. » Voilà. Et peut-être que quand on prend cette phrase dans le contexte actuel, notamment dans les réactions de notre président de la République par rapport au culte, on peut se demander si on n'est pas dans une forme de rémission vers certains esprits concordataires, c'est-à-dire la façon dont le président de la République tend à s'attacher une certaine vision religieuse pour développer son discours politique dans la sphère du religieuse. Dans le discours des Bernardins, je pense que c'était relativement clair. Dernièrement, on a eu une magnifique démonstration de ce qu'est le « en même temps », où quasiment la même semaine, Macron est passé du temple grossier du Grand Orient de France, où il a remercié le Grand Orient pour son action républicaine, et puis très peu de temps, il a demandé au culte d'éduquer les enfants pour éviter les tumultes dans les banlieues. Là, il y a une certaine forme d'incohérence. Donc le concordat est parfois présenté comme une tradition locale, quelque chose qu'il faut laisser aux Alsaciens, comme la choucroute ou le Flammenküche. Le concordat tel qu'il a été voulu par Napoléon, c'est un régime de soumission qui est très clair. Et l'attachement des Alsaciens à ce régime peut s'expliquer par le fait que très souvent, il y a une confusion entre ce qu'est le concordat et ce qu'est le droit local. Et que quand on s'attaque au concordat, très souvent, les Alsaciens disent « ne touchez pas à notre sécurité sociale ». Qui est plus avantageuse que celle dont nous, les Français de l'intérieur, c'est comme ça qu'on nous appelle en Alsace, bénéficient. Mais il faut réexpliquer que le concordat n'a rien à voir avec le droit local alsacien. C'est des choses complètement différentes. Donc, moi, je pense que pour poursuivre l'œuvre
de Clémenceau, de Briand, il aurait été intéressant aujourd'hui de se poser la question, au moins, pour savoir si il est encore judicieux, légal, raisonnable de maintenir tous ces régimes dérogatoires à la loi de 1905. Je ne vous ai pas parlé de ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, en Polynésie ou à Mayotte, qui est encore un cas d'espèce. Et on s'aperçoit finalement que depuis 1905, les régimes dérogatoires ont été multipliés. J'ai essayé, et je finirai par là pour lancer ensuite le débat, lors de la loi dite renforcement des principes de la République, dite loi anti-séparatisme, vous voyez comment les termes sont réutilisés, de porter un amendement pour supprimer, alors 2 amendements. Le premier amendement pour supprimer le concordat et le second pour supprimer le régime particulier de la Guyane. Je vais vous donner le résultat des votes et vous allez comprendre où on en est. Nombre de suffrages exprimés 270, pour l'adoption 33, contre 237. Voilà, vous avez aujourd'hui au Sénat, mais je pense qu'à l'Assemblée nationale, ça ne serait pas tellement différent, l'état du camp républicain et séparatiste. Donc on a beaucoup reculé et malheureusement aujourd'hui il y a une très large majorité qui pense que finalement ces régimes dérogatoires font partie de notre folklore et qu'il faut pas y toucher. Donc je pense que c'est un problème fort et qu'il ne faut pas laisser la défense de la laïcité à ceux qui l'instrumentalisent pour des causes qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas des causes républicaines. Et je crois qu'on a besoin, sur la loi de séparation des églises et d'État, mais j'aurais pu rajouter aussi une partie sur l'école de la République, et sur aujourd'hui les difficultés de l'école de la République par rapport à l'émergence des officines privées, que ce soit dans le primaire, dans le secondaire et maintenant dans l'enseignement supérieur. On sent bien que là, le camp républicain, le camp laïque est en difficulté et qu'on a laissé malheureusement beaucoup de terrain. On n'a pas maintenu l'esprit d'Aristide Briand et de Clemenceau. Et je pense que si on veut aujourd'hui donner à nos concitoyens un horizon d'attente, un projet politique, peut-être que la République radicale, telle que l'a concevée Briand, Jaurès et Clemenceau en 1905, ça pourrait être quelque chose qui permettrait de remobiliser largement, pas seulement à gauche, parce qu'il y a aussi à droite des républicains qui voient très bien les dérives où nous allons. Voilà, j'ai rassemblé en quelque temps une histoire qui fait un peu plus d'un siècle, mais ce qui m'a intéressé, c'est les correspondances entre 1905 et aujourd'hui. Puis maintenant, je vais vous laisser la parole. Je vous remercie.